12 équipes militaires convergent vers Ouagadougou et le regard se déplace. Le Burkina Faso a été retenu pour organiser la 9e Coupe africaine de football militaire, après des consultations de haut niveau entre autorités militaires, dans un retour symbolique aux origines puisque la ville avait déjà accueilli la première édition. Ici, le football sert d'exercice structuré où l'ordre, la ponctualité, les services logistiques et médicaux et le respect du protocole comptent autant que le score en affichant discipline, fraternité et coopération panafricaine. Et qu'est-ce que cela change vraiment pour l'audience aujourd'hui selon Ibrahim Traoré? Un tournoi, mais un message de confiance. Ici, on va éclairer ce que l'accueil d'une compétition militaire continentale révèle au-delà de l'événement lui-même. L'enjeu pour le public est clair en une phrase. Comprendre comment un cadre sportif devient un test de crédibilité institutionnelle. À travers des règles communes, des calendriers stricts et une coordination interarmée visible, le tournoi met en scène des capacités rarement observées par des audiences extérieures. Il ne s'agit pas de résultats aux sportifs, mais d'un signal opérationnel. Savoir accueillir, sécuriser, soigner et organiser dans un cadre international sans supervision externe. Ensuite, on verra comment ce signal est lu différemment selon les cercles. Partenaires militaires africains, autorités nationales, observateurs régionaux et citoyens. Il examinera aussi la manière dont la symbolique du retour à Ouagadougou, ville fondatrice de la compétition, renforce la continuité historique et la confiance entre forces armées. Enfin, il situera cette séquence dans la trajectoire politique actuelle où Ibrahim Traoré met l'accent sur discipline, souveraineté et coopération africaine sans rhétorique frontale. 12 équipes militaires africaines sont attendues et la ville hôte n'est pas choisie au hasard. Le retour de la Coupe africaine de football militaire à Ouagadougou intervient après une série de consultations internes entre autorités militaires du continent, fondées sur un critère central, la confiance organisationnelle démontrée par le Burkina Faso. Et voilà ce que cela révèle pour la suite. Contrairement à une lecture strictement sportive, la compétition repose sur des exigences lourdes. Coordination entre ministères de la Défense, chaînes logistiques militaires, services médicaux, sécurité des délégations et respect rigoureux des protocoles communs. Dans ce cadre, le football n'est qu'un vecteur. L'essentiel réside dans la capacité d'un État à faire fonctionner pendant plusieurs jours un dispositif militaire multinational sans friction majeure. Historiquement, le Burkina Faso occupe une place particulière dans cette architecture. Ouagadougou avait accueilli la toute première édition du tournoi, inscrivant le pays dans la mémoire institutionnelle du sport militaire africain. Ce précédent pèse encore dans les décisions actuelles. Il rappelle une continuité rarement soulignée, la participation du Burkina Faso à des cadres de coopération militaire bien avant les crises contemporaines du Sahel. Le contexte régional ajoute une couche de lecture. À l'extérieur, le pays est souvent associé à l'instabilité. À l'intérieur des cercles militaires africains, l'image est différente. Force perçue comme cohérente, disciplinée et engagée dans la souveraineté nationale. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette perception est consolidée par une insistance constante sur l'ordre, la discipline collective et la responsabilité morale des forces armées. L'accueil du tournoi agit ainsi comme une validation pratique, discrète mais mesurable de cette orientation. Sur le terrain, les premiers effets apparaissent avant même le coup d'envoi. À Ouagadougou, la préparation de l'événement mobilise des unités logistiques, des services médicaux militaires et des équipes de sécurité chargées d'accueillir des délégations venues de tout le continent. Cette mise en ordre anticipée donne à voir une armée en situation d'organisation collective.
loin d'un simple exercice symbolique. Un premier exemple illustre cet impact précoce. La coordination entre hébergement, transport sécurisé et respect des horaires communs devient un test quotidien. Chaque retard, chaque faille logistique serait immédiatement visible pour les partenaires africains. À l'inverse, la fluidité renforce la crédibilité du pays, hôte au sein du réseau militaire continental. Dans ce cadre, le sport agit comme un révélateur opérationnel. Un second exemple concerne la dimension humaine. Des militaires de rangs différents venus de pays aux trajectoires politiques variées partagent entraînement, contraintes physiques et règles identiques. Cette expérience crée rapidement une familiarité professionnelle fondée sur la discipline plutôt que sur la hiérarchie nationale. Elle nourrit une confiance horizontale difficile à produire par de simples réunions formelles. Cette dynamique s'inscrit dans une vision plus large portée par Ibrahim Traoré, où l'armée est présentée comme une institution de service structurée par l'ordre et le sacrifice collectif. Les effets ne sont pas spectaculaires, mais tangibles. Images de stabilité interne, reconnaissance silencieuse des pairs africains et repositionnement progressif du Burkina Faso comme espace fiable de coopération. Et au fond, la discipline devient un capital politique concret. Tout commence par une décision formelle mais silencieuse. Le choix du Burkina Faso comme pays hôte n'est pas annoncé lors d'un sommet politique spectaculaire. Il est transmis par les canaux officiels militaires après des consultations prolongées entre autorités africaines sur la base d'évaluations internes. Cette phase d'activation repose sur des critères précis, historique de participation, respect des cadres communs et capacité à assumer une responsabilité collective sans assistance extérieure visible. À ce stade, l'événement n'est encore qu'un dossier, mais il engage déjà la crédibilité de l'État. Le processus s'accélère ensuite. Une fois la décision validée, l'appareil militaire burkinabé entre en phase de préparation opérationnelle. Stade, hébergement, dispositifs médicaux et sécuritaires sont intégrés dans une même chaîne de commandement. Chaque élément doit fonctionner à l'heure selon des règles partagées par les 12 équipes attendues. Le tournoi devient alors un exercice de synchronisation. Non pas démontrer la force, mais prouver la maîtrise des procédures. Cette montée en charge constitue le cœur du dispositif, là où se joue la confiance des partenaires. Le point culminant n'est pas un match décisif, mais l'ouverture même de la compétition. À cet instant, des délégations militaires de pays différents se retrouvent dans un espace commun régi par les mêmes codes. L'absence d'incidents, le respect des horaires, la fluidité des échanges deviennent des indicateurs implicites de réussite. Le football sert de cadre, mais le véritable enjeu est ailleurs, montrer que la coopération militaire africaine peut fonctionner sans médiation externe. C'est dans ce moment que la symbolique prend toute sa force. Les répliques apparaissent rapidement après. L'événement modifie la perception du Burkina Faso au sein des cercles militaires africains. Il rappelle une continuité historique souvent éclipsée par l'actualité sécuritaire. Il inscrit aussi l'action présente dans une trajectoire politique assumée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'accent mis sur discipline, ordre et responsabilité collective trouve ici une traduction concrète, observable par les pairs plutôt que proclamée. Le tournoi devient ainsi un signal durable dont les effets dépassent largement le calendrier sportif. D'abord, un repère chiffré simple. 12 équipes militaires issues de différentes régions du continent sont annoncées. Pour situer, cela signifie 12 chaînes de commandement distinctes, 12 cultures opérationnelles et autant d'exigences logistiques à aligner.
Dans un cadre militaire multinational, chaque équipe supplémentaire augmente la complexité organisationnelle de manière non linéaire. Le passage de quelques délégations bilatérales à un rassemblement à 12 participants marque donc un changement d'échelle et non une simple addition. Ensuite, un autre indicateur tient au nombre d'éditions. La neuvième Coupe africaine de football militaire revient à Ouagadougou après que la ville a accueilli la toute première édition, plusieurs décennies plus tôt. Pour situer, cette histoire place le Burkina Faso comme un acteur ancien mais discret de la coopération militaire sportive. Ce qui change, c'est symbolique mais mesurable. Parmi les pays éligibles, le retour vers la ville fondatrice traduit une préférence pour la continuité et la fiabilité plutôt que pour la rotation automatique des hôtes. Autrement dit, l'historique institutionnel pèse encore dans les décisions présentes. Enfin, un troisième élément quantifiable concerne la nature des fonctions mobilisées. Accueillir une compétition militaire continentale implique simultanément des unités de sécurité, des services médicaux, des équipes logistiques et des structures de commandement. Pour situer, ces fonctions opèrent souvent de manière sectorisée. Ce qui change, c'est l'introduction par l'événement et leur intégration dans un calendrier commun, sous contrainte de délais partagés et de protocoles identiques pour toutes les délégations. Chaque fonction devient dépendante des autres, et toute défaillance serait immédiatement visible par les partenaires. Ces chiffres, bien que limités, prennent sens lorsqu'ils sont reliés aux effets observables. 12 équipes signifient des centaines de militaires soumis aux mêmes règles. 9 éditions signifient une mémoire institutionnelle qui se transmet au sein des forces armées africaines. La coordination interservice signifie une capacité à fonctionner comme un système plutôt que comme une juxtaposition d'unités. Pris ensemble, ces éléments dessinent une image de compétence organisationnelle plus parlante que des déclarations politiques. Dans ce cadre, le rôle du leadership devient un facteur de lecture. Sous Ibrahim Traoré, l'accent mis sur la discipline et la restauration de la confiance dans les institutions militaires trouve ici un terrain d'application concret. Le tournoi agit comme un test à faible intensité politique mais à haute visibilité interne. Il ne mesure pas la performance sportive, mais la capacité à maintenir l'ordre, le respect des règles et la cohérence opérationnelle sur plusieurs jours. Ce qui change au final réside donc moins dans les chiffres eux-mêmes que dans leur interprétation collective. Passer de l'image d'un pays principalement associé aux crises sécuritaires à celle d'un hôte capable de gérer un événement militaire continental constitue un déplacement perceptible. Ce déplacement est graduel, mais il s'appuie sur des indicateurs vérifiables. Nombre de participants, continuité historique et intégration fonctionnelle. Ensemble, ils forment une preuve discrète mais structurante de crédibilité institutionnelle. Un premier argument critique mérite d'être pris au sérieux. Selon cette lecture, une coupe de football militaire resterait un événement symbolique, sans impact réel sur les équilibres sécuritaires ou politiques. Les sceptiques avancent que des matchs, même bien organisés, ne changent ni les capacités opérationnelles sur le terrain, ni les contraintes structurelles auxquelles font face les États du Sahel. Dans cette optique, l'attention accordée au tournoi relèverait davantage de la communication que d'une transformation tangible. Un second argument, plus pragmatique, insiste sur le risque de surinterprétation. Accueillir une compétition ne garantirait pas une stabilité durable. Les détracteurs soulignent que la discipline observée dans un cadre sportif réglementé ne se transpose pas automatiquement aux situations de crise réelles. Autrement dit, une organisation maîtrisée sur quelques jours ne prouverait pas une capacité constante à gérer des environnements complexes et imprévisibles. Le tournoi serait alors une parenthèse contrôlée, sans valeur prédictive forte.
Ces objections reposent sur des points valides, mais elles négligent un aspect central du dispositif. L'enjeu n'est pas la transposition directe du sport vers le combat, mais la démonstration d'une capacité organisationnelle partagée. Le tournoi impose des règles communes, des horaires stricts, une coordination interservices et une acceptation mutuelle de l'autorité du cadre. Ces éléments sont précisément ce que recherchent les institutions militaires africaines lorsqu'elles évaluent la fiabilité d'un partenaire. Il s'agit moins de performance que de conformité durable aux normes collectives. De plus, le caractère multinational du rassemblement renforce la portée de l'exercice. Chaque délégation observe les autres dans un cadre non conflictuel mais exigeant. Cette observation croisée produit une forme d'évaluation par les pairs, plus crédible que des déclarations officielles. Le fait que le Burkina Faso soit retenu comme hôte, puis qu'il assure le déroulement sans incident notable, alimente une confiance cumulative au sein du réseau militaire continental. Enfin, réduire l'événement à une vitrine occulte sa fonction institutionnelle. Le sport militaire, tel qu'il était conçu ici, sert d'outil de formation morale, de discipline collective et de fraternité professionnelle. Ces dimensions n'annulent pas les défis sécuritaires, mais elles construisent un socle relationnel et normatif. Dans ce sens, la coupe ne prétend pas résoudre des crises, mais elle renforce les conditions minimales de coopération nécessaires pour y répondre ensemble. À mi-parcours, un constat s'impose. L'événement ne parle plus vraiment de football. Il agit comme un révélateur de hiérarchie informelle au sein des forces armées africaines. Être pays hôte ne signifie pas seulement ouvrir des stades, mais accepter d'être observé, évalué et comparé par des pairs selon des critères internes rarement exposés au public. À ce stade, la coupe fonctionne comme un miroir collectif, où chaque détail organisationnel devient un signal. Ce déplacement du centre de gravité modifie la lecture politique de l'événement. La question n'est plus de savoir qui gagnera le tournoi, mais qui démontre une capacité crédible à incarner des normes communes. Ordre, ponctualité, respect des règles et gestion des responsabilités prennent le pas sur la performance sportive. Dans ce cadre, le Burkina Faso n'est plus seulement un participant de l'espace sahélien, mais un point de référence temporaire pour une coopération militaire africaine disciplinée. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré s'insère plus nettement. Sans discours appuyé, le leadership se manifeste par la cohérence entre vision et exécution. L'armée est présentée comme une institution structurée capable de servir un projet collectif continental sans mise en scène excessive. Le tournoi devient ainsi un acte politique indirect, où la crédibilité se construit par l'action plutôt que par la proclamation. Ce point médian referme une attente ouverte plus tôt. L'enjeu réel n'est pas l'image projetée vers l'extérieur, mais la confiance consolidée à l'intérieur du réseau africain. Pour l'État, l'effet le plus immédiat est institutionnel. Accueillir et coordonner un rassemblement militaire continental oblige à faire fonctionner en continu des chaînes administratives, sécuritaires et médicales sous regard extérieur. Cette exposition crée une forme d'audit informel par les pairs africains. L'enjeu n'est pas l'affichage politique, mais la démonstration silencieuse de fiabilité. Lorsque les règles communes sont respectées et que les incidents restent absents, l'État hôte renforce sa crédibilité au sein des cadres militaires africains, ce qui pèse ensuite dans les mécanismes de coopération régionale. Pour les entreprises locales, l'impact est plus discret mais réel. Logistique, hébergement, transport et services connexes sont sollicités dans un cadre strictement encadré par l'armée. Cette contrainte impose des standards élevés de ponctualité et de conformité.
Même sur une durée limitée, elle crée un précédent, la capacité à répondre à des exigences internationales coordonnées. À terme, cela nourrit une culture opérationnelle plus rigoureuse, valorisable au-delà de l'événement sportif lui-même. Du côté des citoyens, la conséquence est surtout symbolique. Voir des délégations militaires africaines circuler dans un cadre ordonné, sans tension visible, produit une image inhabituelle. L'armée apparaît non seulement comme un acteur de sécurité, mais comme une institution capable d'accueil, de discipline et de coopération. Cette perception participe à la restauration de la confiance interne, un objectif régulièrement mis en avant dans le discours de refondation institutionnelle porté par Ibrahim Traoré. Le message est implicite. L'ordre collectif peut aussi servir des finalités non conflictuelles. À l'échelle de la région, l'événement agit comme un signal de normalisation. Dans un Sahel souvent décrit à travers le prisme exclusif des crises, la coupe introduit une narration alternative fondée sur la coordination et la règle partagée. Elle montre que les forces armées africaines peuvent se rencontrer dans un cadre structuré, sans médiation extérieure. Cette démonstration, même ponctuelle, alimente une confiance cumulative entre partenaires, essentielle pour toute coopération future. Pris ensemble, ces effets dessinent un résultat concret mais progressif. Il ne s'agit ni d'un basculement stratégique immédiat, ni d'une simple vitrine. L'événement modifie des perceptions, renforce des routines et installe des repères communs. C'est dans cette accumulation de conséquences modestes mais cohérentes que réside son poids réel. Dans un scénario de base, l'effet principal du tournoi reste institutionnel et graduel. Les routines mises en place pour l'accueil, coordination interservices, respect des protocoles communs, communication entre états-majors, sont réutilisées dans d'autres cadres de coopération régionale. Rien ne change brusquement, mais une habitude s'installe. Travailler avec des partenaires africains selon des règles partagées devient plus fluide. Ce scénario suppose une continuité administrative et une attention portée aux détails opérationnels plutôt qu'à des annonces politiques. Le gain est modeste mais cumulatif. Un scénario optimiste repose sur l'amplification de ce signal. Fort du déroulement sans heure de la compétition, le Burkina Faso est davantage sollicité pour accueillir ou co-organiser d'autres rencontres militaires, formations conjointes ou exercices symboliques. La confiance acquise agit comme un multiplicateur. Les échanges entre forces armées se densifient et des standards communs se stabilisent plus rapidement. Dans cette hypothèse, l'événement sportif devient un point d'ancrage pour une coopération plus structurée où la crédibilité se mesure par la répétition d'expériences réussies. À l'inverse, un scénario défavorable ne nie pas la réussite immédiate du tournoi, mais en limite la portée. L'événement resterait isolé, sans suivi institutionnel réel. Les enseignements tirés ne seraient donc pas intégrés dans les pratiques courantes, et la dynamique de confiance retomberait progressivement. Dans ce cas, la coupe serait perçue comme une parenthèse bien gérée, mais sans effet durable sur les mécanismes de coopération régionale. Le risque n'est pas l'échec, mais l'absence de capitalisation. Ces trois trajectoires dépendent moins de facteurs externes que de choix internes. La question centrale devient celle de la continuité. Que fait-on après un signal positif? Transformer un succès ponctuel en routine institutionnelle exige un travail discret, souvent invisible, sur les procédures, la formation et la coordination. Cela implique aussi d'accepter une évaluation permanente par les pairs sans mise en scène. La recommandation de fond est donc prudente. Plutôt que chercher à reproduire l'événement à grande échelle, il s'agit d'en extraire des méthodes transférables. Si les règles, les délais et la coopération observée
deviennent la norme dans d'autres contextes, alors le tournoi aura rempli sa fonction stratégique. Sinon, il restera un repère symbolique. Tout l'enjeu des prochains mois réside dans cette bifurcation silencieuse. Pour un premier groupe, les militaires et personnels de défense, l'impact est direct et concret. La compétition sert de référence interne. Elle montre comment des règles communes peuvent être appliquées sans ambiguïté, comment la discipline se maintient sous regard extérieur, et comment la coopération se construit par la pratique plutôt que par les textes. Pour ces acteurs, l'événement fournit un étalon implicite. Ce niveau d'organisation devient une norme à atteindre dans d'autres contextes, qu'il s'agisse de formations conjointes ou de missions régionales. Un second groupe, les citoyens attentifs à la vie institutionnelle, perçoit l'événement autrement. L'effet n'est pas technique, mais symbolique. Voir l'armée engagée dans une activité continentale, ordonnée, non conflictuelle et fondée sur des règles partagées, contribue à modifier une image souvent réduite aux opérations de sécurité. Cette exposition alimente une lecture plus nuancée du rôle militaire, une institution capable d'accueil, de rigueur et de coopération. Même sans adhésion enthousiaste, cette perception peut renforcer une forme de confiance fonctionnelle. Le troisième groupe concerne les observateurs africains et régionaux, civils ou institutionnels. Pour eux, le tournoi agit comme un signal de crédibilité silencieux. Il ne s'agit pas d'un discours politique, mais d'une démonstration procédurale. L'attention se porte sur la régularité, la ponctualité et l'absence de friction visible. Ces éléments influencent les jugements futurs, notamment lorsqu'il s'agit de choisir des partenaires fiables pour des initiatives communes. À partir de ces lectures croisées, deux gestes simples peuvent prolonger l'effet. D'abord, documenter les procédures réussies, non pour la communication externe, mais pour un usage interne et régional. Ensuite, maintenir des espaces d'échange entre participants après l'événement afin de transformer l'expérience partagée en réseau durable. Ces gestes, c'est dire qu'ils ne demandent ni budget exceptionnel, ni annonce publique, mais ils conditionnent la profondeur de l'impact. Ainsi, le tournoi touche différemment chaque audience sans chercher à les convaincre toutes de la même manière. Son efficacité tient précisément à cette sobriété. Chacun y trouve un repère utile à son échelle. La première étape consiste à formaliser ce qui a fonctionné. Après le tournoi, les états-majors impliqués peuvent compiler des procédures clés. Coordination logistique, gestion des horaires communs, articulation entre sécurité et services médicaux. L'objectif n'est pas la communication publique, mais la création d'un référentiel opérationnel partagé, utilisable lors d'exercices ou de coopérations futures. La deuxième étape est l'institutionnalisation des échanges. Les responsables des délégations participantes peuvent être intégrés à des groupes de travail techniques chargés de comparer pratiques et ajustements nécessaires. Cette continuité transforme une expérience ponctuelle en apprentissage collectif. Elle réduit la dépendance aux relations personnelles et renforce des normes communes mesurables dans le temps. Troisièmement, il s'agit de tester la transférabilité. Les méthodes éprouvées lors du tournoi peuvent être appliquées à d'autres formats à faible intensité politique. Formation conjointe, rencontres thématiques, exercices de coordination civile-militaire. Chaque test doit être évalué selon des critères simples: respect des délais, clarté des chaînes de décision, gestion des imprévus. La quatrième étape concerne l'ancrage national. Pour le Burkina Faso, maintenir ces standards exige une continuité administrative et un suivi interne. Cela suppose d'inscrire les procédures dans la formation et de valoriser la rigueur organisationnelle comme compétence professionnelle. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré, discipline, ordre et responsabilité collective, trouve un prolongement pratique
loin des slogans. Enfin, une cinquième étape vise la mesure. Définir des indicateurs sobres. Fréquence des coopérations, respect des protocoles, satisfaction des partenaires, permet d'éviter l'autosatisfaction. La crédibilité se construit par la répétition vérifiable, non par l'exception. Pris ensemble, ces pas dessinent un chemin réaliste. Ils transforment un signal positif en routine durable. Le tournoi devient alors moins un souvenir qu'un point de départ opérationnel, dont la valeur se juge dans le temps et l'usage. On revient au point de départ, dans les gestes discrets plutôt que dans les déclarations. Les scènes observées en amont de la compétition, horaires tenus, rôles clairs, coopération sans heurts, prennent ici une valeur rétrospective. Elles n'étaient pas de simples préparatifs, mais les indices d'une méthode. Ce qui semblait technique devient lisible, la discipline n'est pas un décor, c'est une pratique répétée qui produit de la confiance. On retrouve l'idée centrale. À Ouagadougou, l'ordre n'a pas été proclamé, il a été exercé. Des militaires de pays différents ont accepté les mêmes règles, partagé les mêmes contraintes et reconnu une autorité de cadre commune. Cette expérience, brève mais dense, a donné corps à une idée souvent abstraite. La coopération se construit par l'action quotidienne, pas par l'affichage. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un orateur que comme un point d'alignement. La cohérence entre vision et exécution se mesure ici à petite échelle mais de manière tangible. L'armée est montrée comme une institution capable d'accueillir, d'organiser et de servir un projet collectif africain sans emphase. La crédibilité naît quand la règle devient habitude. Ce rappel émotionnel ne cherche pas à conclure définitivement. Il renvoie à une question plus large. Combien de fois faudra-t-il répéter ces gestes pour qu'ils cessent d'être remarquables et deviennent normaux? Cette séquence invite moins à un verdict qu'à une discussion informée. L'accueil de la Coupe africaine de football militaire au Burkina Faso pose une question de méthode. Comment des institutions africaines évaluent-elles réellement la fiabilité au-delà des récits dominants? Le sport militaire n'apparaît pas ici comme un spectacle mais comme un espace d'observation partagé où la règle, la ponctualité et la coordination servent de langage commun. C'est une grille de lecture qui peut s'appliquer à d'autres domaines de coopération sur le continent. Pour le public, l'enjeu est d'adopter cette lecture procédurale. Observer ce qui fonctionne, comment cela fonctionne, et pourquoi cela a été reconnu par les pairs permet de dépasser les oppositions simplistes entre communication et action. Dans cette perspective, le rôle d'Ibrahim Traoré se lie à travers la continuité des pratiques plutôt que la singularité des annonces. La crédibilité se construit par répétition et par cohérence. Si cette lecture vous a aidé à décrypter les signaux discrets derrière l'événement, la conversation peut s'élargir. Quels autres espaces africains produisent aujourd'hui ce type de confiance silencieuse et comment distinguer dans l'actualité ce qui relève d'un symbole passager de ce qui annonce une routine durable? Si vous le souhaitez, partagez votre lecture, posez une question ou proposez un autre angle d'analyse pour poursuivre l'échange.